Coup de Zoom a le plaisir d'accueillir le président de Volvo Car France. Bonjour Yves Pasquier-Desvignes. Bonjour. Fidèle au principe de ce rendez-vous, nous sommes accompagnés de deux grands connaisseurs de l'automobile et des mobilités. Bernard Desbouvry, bonjour. Bonjour. Consultant, ex-directeur général d'Autosur. Et vous fûtes dans une autre vie directeur général de Porsche Mitsubishi pour l'importateur français Sonoto. Bernard Julien, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cabinet Feria, cabinet d'études et de recherche sur l'industrie et les services automobiles. Et vous êtes par ailleurs maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Alors on est ravis de vous accueillir, Yves Pasquier-Desvignes. On va commencer par la question classique en début d'année. Comment s'est passé 2019 pour Volvo dans le monde et en France ? Dans le monde, de façon fantastique, puisque nous avons réussi à passer le cap des 700 000 voitures, 705 000, et c'est en route vers les 800 000 que nous avions promis. L'Europe a aussi battu son record avec plus de 360 000 voitures, donc c'est des belles progressions de 11%. Et la France a battu son record, jamais touché, jamais atteint, depuis qu'on existe en France, depuis 1953, où on a enfin passé ce cap des 20 000 voitures, qui était la promesse qu'on s'était faite en 2014, quand on a repris les rênes de cette boutique. Il faut rappeler qu'on a massivement immatriculé, ça c'est valable aussi pour vos concurrents, au mois de décembre. Hein. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que nous avions passé ce cap des 20 000 avant ces immatriculations tactiques qui allaient éviter une pénalité selon le nouveau schéma de malus en janvier. Mais Volvo a été très épargné par ce phénomène. Voilà, on estime qu'il y a 600 voitures qui ont été anticipées, dont la moitié étaient des voitures vendues clients. Voilà, on a 300 voitures, il fallait sur stock régler la question. Alors, 4 grands modèles emblématiques. Le XC90, ça c'est la star. Oui. XC60, c'est la plus vendue au monde, c'est ça ? XC60 est le best-seller au monde. Vraisemblablement, va être dépassé cette année par notre nouveau best-seller qui est le XC40 qui arrive juste derrière et qui monte en puissance. Oui, et on descend en gamme. Pas en gamme, mais on descend en... Bon, la XC40 est... Oui, enfin, vous oubliez que nous avions la V40 avant, qui était le segment C, qui a tiré, qui a fait ses adieux cette année, puisqu'elle a arrêté sa production. Donc le XC40, certes, est le plus petit des SUV, mais est encore dans les SUV premium et remplace une berline du segment C. Bernard Julien. Oui, on a l'impression qu'effectivement le XC40 c'est un peu la réussite de cette année. Quelle part vous attribuez à ce produit dans votre réussite commerciale et dans le progrès que vous accomplissez auprès des particuliers, par exemple, qui sont un peu marginaux chez vous, mais qui comptent quand même. Une belle attente sur un segment du SUV qui explose. Donc aussi, on est sur un élément qui est très porteur sur ce type de voiture. L'offre de motorisation a séduit. Il a été élu voiture de l'année, ça lui a donné quand même une belle publicité. Et c'est cette voiture qui a séduit le marché du particulier. C'est-à-dire que nous avions globalement avant une très forte position en société, à 23% sur le particulier avant, et maintenant nous sommes à 30% de part de marché sur le particulier, grâce au XC40 qui a atteint les 44% quasiment. Donc voilà, une voiture bien née, complémentaire sur un marché global SUV très porteur et sur un segment du petit SUV qui explose. Bernard Desbouvry. Oui, donc manifestement votre réussite tient en grande partie au SUV et au plan produit très dynamique, mais quelle est aussi la partie qui vient de vos actions réseau ? Alors, c'est une question qui est intéressante parce qu'on a tendance à tout mettre sur les produits. Il ne faut pas oublier que jusqu'à cette année, il y a peu de temps, nous devions vendre une gamme qui vieillissait, qui n'était pas très facile, avec de la gamme 60, la S60, V60, la gamme 70 et la V40, qui étaient sur des marchés horriblement agressifs. Et le réseau, ça c'est une force du réseau aussi, pas que de vendre les produits faciles, mais d'avoir su aussi faire 30% du volume avec des modèles un peu vieillissants et de l'air avant notre nouveau propriétaire. Donc le réseau a joué un rôle énorme. La partie produit a été relativement simple, mais voilà, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait sur des voitures qui étaient beaucoup plus difficiles à vendre. Maintenant, là on est en face de notre vrai challenge parce que nous avons tourné une page des anciennes voitures. Tout le portefeuille nouveau est là. Donc maintenant c'est notre challenge de porter ce nouveau portefeuille. Ne pas réussir. C'est exactement ça. Parce qu'en termes de profitabilité, donc la profitabilité c'est 1,6 cette année. Il est estimé à 1,6, mais sur un chiffre d'affaires des concessionnaires qui a progressé de 16%. Ça veut dire que leur valeur absolue de résultat est bien.
on est content. Je rêverais d'un 8, ce qu'ils avaient fait dans une année précédente, mais voilà, une fin de vie de la V40 tire un peu les prix vers le bas avant que tous les nouveaux autres produits soient là. Donc c'est bien, la valeur relative est bien, mais la valeur absolue est rassurante pour les investisseurs. Donc vous avez pas mal d'investisseurs qui sont investisseurs dans votre marque et dans d'autres marques. Est-ce que quand ils font la comparaison entre vous et d'autres, par exemple d'autres premiums, est-ce qu'ils sont contents de vous cette année? Écoutez, je suis assez flatté qu'ils nous aient mis sur le podium des marques qu'ils préfèrent. Vous savez, tous les ans, il y a une cote d'amour. Et voilà, nous sommes premiers sur le marché des premiums et nous sommes sur le podium des marques généralistes. Voilà, on ne fait rien de particulier pour ça, mais ça prouve que nos investisseurs, qui sont tous multimarques quasiment, donc leur avis est assez objectif, c'est qu'ils voient l'ensemble des marques et ils ont tendance à apprécier. Les produits ne font pas tout. Ils apprécient la rentabilité qu'ils en retirent et je pense que les relations sont bonnes. Alors vous avez un objectif de développer votre réseau l'année prochaine en ajoutant 5 affaires, si j'ai bien lu. Oui, en fait ce sont des satellites auprès d'investisseurs qui existent déjà. D'accord, donc vous ne rajoutez pas d'investisseurs? Non, vous rajoutez des sites, quoi. Nous sommes à 51 investisseurs, 125 points vente et services. On reste avec ce nombre-là. Il y aura quelques passations de main. Il y a quelques anciens qui vendent leurs affaires. Nous ouvrons 5 satellites dans 5 villes où des opérateurs disent tiens, maintenant avec le volume 21 000 voitures, il est intéressant d'aller à Valenciennes, il est intéressant de se déployer sur certaines villes, Laval, où avant ça n'avait pas de sens. D'accord. Oui. Vous avez également une activité atelier qui paraît, ou une activité pièce en tout cas, qui paraît relativement porteuse. Oui. C'est forcément un argument pour séduire le réseau, ça. Alors, ça sécurise le réseau parce que le phénomène de parc qui augmente, quand vous avez progressivement 300 000 voitures sur le territoire français à entretenir, dont 120 000 sur le parc récent, entre 8 et 10 ans, vous alimentez plus vos ateliers. Le chiffre d'affaires par voiture peut baisser un peu parce qu'il y a moins de mécanique, mais voilà, le phénomène de parc les rassure. On n'a pas forcément un taux d'absorption des frais fixes énorme par l'après-vente parce que les marges du réseau par la vente de véhicules sont encore bonnes et nos frais de structure sont assez faibles. Vous étiez absent au Mondial 2018, Volvo, vous serez absent en octobre? Oui. C'est définitif? Oui. Jusqu'à ce que quelqu'un dise que c'est plus définitif, mais la stratégie elle est française, elle est suisse, elle est américaine. Donc vous ne serez pas à Genève non plus? Non, non, parce que ce qu'on en ressort, ça n'a rien à voir avec les salons, c'est que nous sommes trop petits pour pouvoir émerger dans cette masse d'innovation. Chaque salon présente 150 innovations, il y a des investisseurs de poids et on s'aperçoit que finalement, entrée de salon par de voix 0,9%, investissement massif, sortie du salon par deux voies, puisqu'il y a eu beaucoup de bruit, par deux voies 0,9. Moi, je me souviens de la XC90 présentée magnifiquement au Mondial 2016, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 15 ou 16. On ne voyait que ça. Oui, on avait mis un seul produit, parce qu'on avait dit... beaucoup encore, non? Pour les... C'était le dernier. C'était le chant du cygne, en tout cas pour nous sur les salons, en disant nous n'y allons que si nous avons quelque chose à dire. Et la stratégie a été on n'abandonne pas les salons. Simplement on va là où nous sommes tout seuls, en exclusivité automobile, sur une cible qu'on a choisie. Donc s'il y a un salon des notaires ou des architectes où on est seul, on y va. Bernard Desbourry. Alors justement, je voulais vous poser un petit peu la question. Quel est le profil du client Volvo, puisqu'on sait que le premium, c'est un marché extrêmement compétitif. Il y a des marques allemandes très connues. Comment vous vous différencier? Alors c'est le profil, et j'ai du mal à vous répondre, parce que nous vendons, entre guillemets, que 21 000 voitures. Donc nous avons tous les profils. Alors ensuite, il y a quelques critères. C'est que l'acheteur d'une voiture neuve a plus de 50 ans. Mais ça, c'est une règle assez commune. Mais il nous est difficile de vous dire plus particulièrement quelle est notre cible. On est très costaud en entreprise, en véhicule d'entreprise, de comité de direction. Toutes les professions libérales nous aiment bien. Nous sommes vendeurs de voitures à 7 places. Donc la cible familiale aisée est notre bonne cible. Et ensuite, les critères des valeurs d'ADN, de fiabilité, de sécurité de la voiture costaud, parce que c'est notre héritage, est là. Mais ensuite, vous regarderiez nos 20 000 clients, vous
trouveriez sans doute, j'en sais rien, 50 cibles différentes. D'où l'intérêt Tous ne viennent pas de chez BMW, non, Audi ou Mercedes. Assez peu. Il y a quelques transferts, mais si vous regardez une analyse, si ça se trouve, ils nous ont quittés un jour parce que notre cycle de renouvellement a été à un moment donné de 12 années. Donc vous avez des propriétaires qui ont une fois, deux fois le même modèle, la troisième fois ils changent, donc ils s'en vont et ils reviennent. Donc est-ce que c'est de la conquête? Pas forcément. Et nous avons un gros travail aussi sur les généralistes, sur les voitures haut de gamme des généralistes qui veulent passer au premium, rentrant par le XC40 notamment. Oui, voilà. D'accord. Dans votre mix modèle, vous le disiez, les SUV sont très très importants. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet sur le SUV bashing qu'il y a actuellement et aussi sur les projets, on ne sait pas, de taxation au poids, etc. Comment rentrer en Volvo dans Paris? Je plaisante. Non, mais la plaisanterie est sérieuse parce qu'effectivement, nous sommes devenus SUV à plus de 80% maintenant dans notre gamme. Alors, l'élimination du poids est une chose, l'électrification, parce que nous avons des solutions d'hybrides rechargeables qui nous permettent d'offrir des solutions tout électriques en ville. C'est un point de vigilance totale. Donc nous sommes en électrification totale de nos gammes en micro-hybride. Toutes nos plateformes vont être en hybride rechargeable et nous lançons cette année une voiture tout électrique qui simplifie pas le problème du poids. Parce que vous remplacez un poids par un autre, mais qui apporte une réponse aux émissions de CO2, au phénomène de taxation. Voilà, on surveille tous ces points-là. La micro-hybridation touche tous les modèles, enfin tous les moteurs. C'est-à-dire qu'il y a la XC60 diesel. Oui. À une micro-hybridation. Oui. Toutes les motorisations essence et diesel vont avoir une batterie 48 volts assistée micro-hybridation. Parce que ça vous réduit les taux d'émission, ça vous réduit un peu les consommations par tous les phénomènes de couple au démarrage. La part du diesel aujourd'hui alors? Elle est encore forte sur le XC60. Nous vendons en XC60 40% en essence hybride rechargeable. Parce que tous nos hybrides rechargeables sont en moteur essence. C'est 40%. Donc le reste, c'est encore 60% de diesel. Le XC40, notre version hybride rechargeable, arrive dans un mois. Il est commercialisé, il est livré dans un mois. Donc c'est encore, on va dire, 70% diesel, il y a un peu de motorisation essence. Et sur le XC90, nous sommes à 60% essence hybride rechargeable, donc encore 40% diesel. Alors justement, vous avez une expérience sur l'hybride rechargeable, donc vous connaissez vos clients. Alors la question que se pose tout le monde, c'est est-ce qu'ils rechargent ou est-ce que c'est juste pour des raisons fiscales qu'ils se sont tournés vers ce type de motorisation? Nous avons appris en marchant. C'est-à-dire qu'au début, nous avons été seuls sur le marché et il y a eu un rush de nos clients pour l'aspect fiscal, qui était la mauvaise démarche pour nous parce que le retour d'expérience a été je fais trop de kilomètres, donc je suis en essence, donc je ne me retrouve pas en consommation. Donc nous avons rééduqué notre réseau à dire attention, vendez la solution d'hybride rechargeable aux bons clients. Ensuite, nous avons fait de la pédagogie de l'utilisation de la recharge. La France est l'un des meilleurs pays, c'est-à-dire globalement notre mix hybride rechargeable est à 20% et le taux d'utilisation en électrique est le second d'Europe à 35%. C'est-à-dire que 35% du temps d'utilisation de nos hybrides rechargeables est en mode électrique. Les Scandinaves sont à plus de 50% parce qu'ils ont beaucoup de plus d'électrique. Et toute notre technique est de dire, avec une application sur un système qui s'appelle Volvo On Call, où il y a une traçabilité, nous allons, pour la première année, vous rembourser l'électrique que vous allez avoir consommé. Donc on a un peu de stimulation. Nous avons un partenariat avec une entreprise qui s'appelle The Plug Charge Guru, ou allez sur notre site Volvo, vous verrez, c'est assez fascinant parce que c'est très pédagogique. Vous pouvez choisir votre mode de borne de recharge à domicile, en copropriété, en société, et vous avez toutes les aides fiscales, le coût, l'audit de l'installateur pour accompagner la démarche pour que ce ne soit pas qu'une voiture vendue. Vous avez fait ce que n'ont pas su faire au début certains de vos concurrents quand ils sont lancés sur l'électrique. Oui, on a pris cette leçon parce que le problème, c'est la recharge, les lieux de recharge et les temps de recharge. Donc il faut absolument que ce soit fait soit en entreprise, soit à domicile. Puisque vous parlez de recharge, il y a une grande société de recharge qui s'appelle Ionity, qui vient d'augmenter considérablement ses tarifs. Mais considérablement. Les papiers qui sortent ces jours-ci parlent de l'équivalent d'un plein d'essence, de carburant. Est-ce que c'est pas un mauvais
signal? Est-ce qu'on n'entre pas là dans une grande période de défiance? Si, ça brouille complètement le jeu, parce que quand vous parlez d'un schéma à 18 centimes du kilowattheure et donc des économies de consommation par rapport à une technologie qui est coûteuse, on a besoin du développement de bornes, on a 28 000 bornes en France, on en a besoin de beaucoup plus. Le coût, normalement par l'usage et la puissance, normalement les coûts devraient décroître, et là c'est pas un bon signal. Oui. Bernard Desbourry. Concernant la marque Volvo, qui est une marque premium, souvent on dit pour les marques premium, les produits sont super, excellents, technologiques, etc. Mais le point faible, c'est un peu le SAV. Est-ce que c'est un peu la même chose chez Volvo ? Regardez les études qui sortent, on s'améliore. C'est-à-dire que nous sommes en flèche verte qui font des progrès dans le service du client. Et c'est venu, nos clients Volvo nous aimaient et pouvaient nous pardonner certaines erreurs. Nous avons eu un transfert de conquête en faisant venir d'autres clients, d'autres marques qui avaient leur niveau d'exigence, et il a fallu qu'on ajuste ça, c'est-à-dire qu'on monte un petit peu en gamme. Le point que vous rencontrez dans tous les réseaux, et notamment chez Volvo, c'est les temps d'attente, la non-disponibilité de techniciens. Ce n'est pas un problème d'évolution de technologie, parce que maintenant beaucoup de choses se font par mise à jour de logiciels. En fait, il y a énormément de choses qui viennent de logiciels. Quand on a une Volvo, il faut voir son concessionnaire tous les ans, tous les 2 ans? Non, vous avez par voiture des cadences de maintenance. Mais la question est le délai d'attente, parce que nous n'avons pas assez de techniciens. Il y a des ponts vides dans certains ateliers parce que, faute de maintenance, et nous avons mis en place un nouveau programme depuis 2 ans qui s'appelle le Volvo Personal Service. Ça veut dire que chaque client n'est plus en contact avec un réceptionnaire qui va transmettre un document à un technicien. C'est le technicien qui vous prend en charge de A à Z à l'accueil, qui opérera sur votre voiture, qui vous expliquera la facturation, vous remettra les clés. Donc un contact unique, ça améliore les performances. Donc on est en progression après avoir eu un petit coup de mou il y a 2 ans, c'est vrai. Alors l'autre question que je pose tous les ateliers aujourd'hui, c'est: est-ce que mon atelier sera aussi rempli quand il y aura l'hybride rechargeable ou l'électrique? Est-ce que l'expérience que vous avez de ces nouveaux groupes motopropulseurs vous conduisent à penser que ça pourrait être un souci si ça se massifie? Oui, les paramètres vont changer. Alors, vous avez déjà un peu la traînée, la queue de la comète sur tout le parc existant. Oui. C'est-à-dire avant que l'impact se fasse sentir, il va se passer 10 à 15 ans. Mais le paramètre des modèles électriques hybrides change la donne, parce qu'on voit bien moins d'usage de plaquettes de frein, il y a plus de thermique, donc moins de friction, moins d'entretien des batteries. Et donc l'orientation, c'est quelles sont les prestations de service à l'usage que je vais pouvoir en concession proposer à mes clients dans du packagé ou à l'unité. Mais effectivement, dans un temps relativement long auquel il faut qu'on se prépare, la consommation d'ingrédients et la consommation de l'après-vente technologie classique va changer. Où est-ce qu'on en est du zéro mort? Grand engagement Volvo de ces dernières années, avec une échéance que je n'ai plus en tête d'ailleurs. Alors, c'était la vision 2020, donc on rentre dedans. Nous continuons à dire, et ça doit rester notre vision. Il est difficile d'obtenir des statistiques sur ce point-là, mais on ne change pas de cap. Et les voitures sont de plus en plus sophistiquées. Tout ce qui tourne autour de la voiture autonome, qui est le grand objectif ultime, mais qui en fait... Que vous voyez, pardon de vous couper, plus loin que prévu, oui, la voiture autonome? Oui, mais parce qu'elle n'avait de sens, cette rubrique de la conduite autonome, que pour dire nous allons sans cesse ajouter des éléments qui vont assister la conduite, pour la bonne et simple raison, c'est que 95% des accidents sont dus à vous, à moi, les humains dans la voiture, et l'incident technique n'est lié qu'à 5%. Donc le problème, c'est nous. Donc nous allons le régler avec ce but ultime de la conduite autonome par des ADAS, par des moyens, des lasers, des radars qui sont des éléments de vigilance. On va rester conduite assistée plus longtemps que prévu. Je pense. Oui. Je pense que dans un plan d'au moins des 10 à 15 années qui viennent, on va automatiser pas mal de choses et dans la Sistana, mais le tout abandonner... C'est du niveau 2, 2,5, mais c'est pas... Même le niveau 3, il n'est pas complètement avéré, sauf peut-être sur la 8 aujourd'hui. Oui, et même techniquement, certains disent le niveau 3 n'a pas de sens, il faut passer au 4 et 5, parce que sinon vous restez toujours en mode semi-vigilance. Donc là, on est au mode 1-2. Ouais. Voilà. Un dernier mot.
Volvo a été repris donc par Geely, grand constructeur chinois, pas constructeur, conglomérat chinois. Il était encore très constructeur. Très constructeur. Oui. C'était en 2010, c'est bien cela. Oui. Ford avait totalement échoué, donc l'ancien propriétaire. Comme General Motors avait échoué avec Opel, est-ce que vous pensez que les Américains, ce sera ma dernière question, connaissent mal l'Europe en matière d'industrie automobile? Je vais être un peu provoquant. Volvo a survécu grâce à Ford. C'est-à-dire que si on a vécu jusqu'à maintenant, c'est grâce à des moteurs Ford, des plateformes Ford, et que le XC60 qui a été un succès fantastique, le XC90 un succès fantastique et planétaire, ont duré longtemps, certes, faute de ressources, mais ont été mis en place et inventés par Ford. Ils ont vendu. C'était le cas chez Jaguar aussi. Oui. Pendant plusieurs années, Jaguar. Land Rover aussi avec l'Evoque, qui ont des sujets. Donc il faut être prudent sur l'analyse. Il y a eu un trou 2008-2009 qui a été un cataclysme, donc qui a fait vendre certains bijoux de famille, mais jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a des connaissances ou moins bonnes connaissances de l'Europe, mais dans le cas de Volvo, soyons reconnaissants d'un certain nombre de choses, parce que la V40 est un produit Ford, l'ancien XC60 était un produit Ford, fait par Volvo, assisté par Volvo, mais l'énergie a été aussi insufflée par Ford. Merci Yves Pasquier-Desvignes, on vous souhaite évidemment une très belle année 2020. Merci d'avoir accepté notre invitation.